Cher public, chers membres de la communauté de l'assurance, bonjour. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Bonjour Adrien, je vais très bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée des ACA Insurance Days, édition virtuelle Le Monde d'après. Je tiens à remercier nos 33 sponsors, grâce au soutien desquels nous avons pu faire cette 8e édition des ACA Insurance Days. Nous sommes, comme lundi, où vous étiez 500 à nous suivre en ligne, à Luxexpo, un endroit qui reprend les codes de la maison. Nous avons choisi ce lieu car il reflète le monde d'après, la nouvelle réalité. Depuis mars dernier, les entreprises d'assurance luxembourgeoises ont massivement recouru au télétravail. Lundi, vous étiez plus des 2/3 à nous suivre depuis chez vous, derrière votre écran. En fait, le travail a investi l'espace domestique et la distanciation sociale, le confinement a révélé toute l'importance de l'humain. La crise a été un formidable accélérateur du digital, parce que le digital est le dernier moyen de créer du lien. Et pour créer du lien, utilisez notre plateforme. Nous avons une helpline à votre disposition pour tous les problèmes techniques. Vous avez également un chat pour poser toutes vos questions, poster vos commentaires. Alors allez-y, profitez-en et lâchez-vous. Tout de suite, une première interaction avec vous, public. Une question sur la partie droite de votre écran, dans Slido. Pourquoi êtes-vous inscrit aux journées ACA Insurance Days 2020? Alors, pour le sujet, les intervenants, par simple curiosité, ou alors parce que votre boss vous a obligé? À vous de voter et n'oubliez pas de valider votre réponse. Format original et inédit, version 100% digitale pour ces ACA Insurance Day 2020. Vous êtes d'ailleurs près de 1000 à être inscrits. Alors, partagez le lien d'inscription, forwardez, transmettez l'invitation qui vous a été envoyée initialement. Nous allons également vous envoyer une nouvelle invitation pour que vous reforwardiez encore une fois cette inscription. Donc, profitez-en. Aidez-nous à agrandir notre communauté et partagez cette invitation avec tout votre réseau. Avant de rentrer dans le détail, peut-être une première démonstration sur comment changer la langue. Si vous souhaitez suivre notre émission d'aujourd'hui en français ou en anglais, vous avez la possibilité, en cliquant sur le casque en bas à droite, vous avez Flore, la langue du plateau, le français, ou également le choix de suivre notre journée en anglais. Une autre fonctionnalité de notre plateforme, c'est le networking. Alors, vous avez la possibilité d'organiser des meetings en one-to-one. Dans votre profil, définissez vos disponibilités et sous l'onglet Participants, retrouvez toute notre communauté qui est inscrite aux ACA Insurance Day 2020 et profitez-en pour les rencontrer en meeting individuel. Interagissez les uns avec les autres et avec nous. Nous sommes une communauté. Rendez cet événement vivant. Oui, utilisez le chat sur l'onglet Slido et vous avez aussi, en cas de problème technique, une helpline avec une petite bulle qui se trouve en bas de votre écran. Alors, je vais demander à la régie de nous mettre les résultats sur pour quelles raisons vous êtes-vous inscrite à l'ACA Insurance Day 2020. Le sujet, le monde d'après. Il y en a quand même un que son boss a obligé. Je pense que c'est le même qui devait être dans son lit lundi. Oui, je crois aussi. C'est possible. Alors Adrien, les ACA Insurance Days, qu'est-ce que c'est? Alors ce sont 4 rendez-vous. Le premier, c'était lundi dernier, disponible en replay sur notre plateforme. Aujourd'hui, puis les 19 et 24 novembre, durant lesquels 38 experts et personnalités du monde de l'assurance vont se présenter sur notre plateau, sous des formats originaux et tous différents, à commencer par des formats courts. Les Advisor Pitch. Pendant 5 minutes, un professionnel du secteur de l'assurance du Luxembourg partage avec vous son expertise, sa pratique, son point de vue sur une thématique. Les Market News, vous aurez des nouvelles des 3 principaux marchés de distribution de l'assurance vie luxembourgeoise, la France, la Belgique, l'Italie. Et moment fort de nos sessions ACA Insurance Days, l'Expert Talk, où plusieurs experts autour d'un modérateur pour approfondir une thématique actuelle. Ensuite, les ACA Insurance Innovation Awards. 6 startups s'affrontent devant un jury dont vous faites partie.
Et enfin, dernier format, In Discussion With, avec une personnalité de la place financière luxembourgeoise. Et je peux déjà vous dire qu'aujourd'hui, ce sera Carlo Tellen. À la fin de ces 2 heures, vous avez la possibilité d'assister et de participer à un des stands virtuels de nos 3 sponsors, Arendt, KPMG, PwC. Pour ça, la régie va vous montrer comment vous inscrire. Donc, sur votre plateforme, vous allez sur l'onglet Stand ou Booth. Vous choisissez le stand virtuel auquel vous souhaitez assister. Donc, vous pouvez choisir une session aujourd'hui de midi à 12h30 et jeudi prochain, le 19, de midi à 12h30. Vous vous inscrivez par ce biais-là. Allez-y. Sans oublier notre événement majeur avec la session académique le 24 novembre au Centre européen de conférences, avec la présence du ministre des Finances Pierre Gramegna, le directeur du commissariat aux assurances Claude Virion, le président de l'ACA Marc Lauer et un keynote speaker de renommée internationale, Fons Trompenaars. Ne manquez surtout pas cette date, le 24 novembre, parce qu'on vous réserve encore des surprises. Et sinon, Sarah, pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons commencer par 2 advisor speech. Le premier sur comment adopter une approche d'investissement socialement responsable et le deuxième sur comment intégrer la RSE dans une stratégie globale d'entreprise. Pour le premier Market News, on va voir quelles sont les solutions spécifiques que les entreprises d'assurance luxembourgeoises adressent au marché belge. Et enfin, pour l'Expert Talk, donc un sujet d'actualité, l'assurance durable, sustainability. Quels sont les défis pour les experts du secteur et comment aborder cette nouvelle vague réglementaire? Nous allons voir ensuite la deuxième session des ACA Insurance Innovation Awards. C'est Active Asset Allocation et B4 Finance qui affrontent notre jury et votre vote. Enfin, dernière partie, vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions à Carlo Tellen, CEO de la Chambre de commerce. Alors préparez-vous à utiliser Slido sur la droite de votre écran. Cette édition est un peu particulière puisqu'elle est encore plus digitale que la précédente, lundi. En effet, nous avons un intervenant qui est en duplex au Japon et 2 des startups ont fait leur pitch en visio. Super, allons-y maintenant pour le premier format. Pour commencer, nous allons écouter François Lucchini, Chief Investing Officer de Cardiff Lux Vie. Et aujourd'hui, François va nous expliquer comment sont intégrées les considérations ESG dans les produits d'assurance vie, comment les gestionnaires d'actifs font face à ces enjeux dans la sélection de leurs investissements. François, c'est à toi. L'épreuve que nous subissons tous actuellement a accéléré la prise de conscience des États, des entreprises et des épargnants. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance doivent être au cœur de la prise de décision d'investissement. En première ligne dans ce domaine, les assureurs vie luxembourgeois sont incités à implémenter au sein de leur gamme de supports en unité de compte et de leurs investissements pour compte propre cette nouvelle vision. Du côté des unités de compte, l'offre est évidemment élaborée en étroite collaboration avec les partenaires. Notre objectif commun est de faire en sorte d'augmenter rapidement la part des stratégies durables proposées aux clients et ainsi satisfaire leur volonté d'ajouter du sens à leur espérance de rendement. S'agissant des investissements pour compte propre, de nombreux assureurs ont déjà mis en place une méthodologie de sélection, souvent à base d'exclusion des secteurs controversés et de best-in-class sectoriels. Pour ce faire, outre l'utilisation de notations délivrées par des sociétés référentes sur ces sujets et d'outils spécialisés, il faudra sensibiliser et former des équipes dédiées. Ceci afin de mesurer, contrôler et développer une stratégie conforme à cette nouvelle philosophie d'investissement. Depuis la COP21, c'est sans doute le critère environnemental et plus spécifiquement la lutte contre le réchauffement climatique qui est mis en avant. Ceci constitue la source des principaux défis auxquels seront confrontés les chefs d'entreprise et les gérants d'actifs.
Pour ces derniers, il est désormais primordial d'être capable d'évaluer quelles sont les activités les plus soumises aux risques physiques et de transition. Les risques physiques sont déjà là et vont s'intensifier. Il s'agit de sécheresses intenses, de la montée des océans, des inondations ou des ouragans. Les risques de transition sont bien moins connus, mais tout aussi importants. Il s'agit des risques réglementaires, de hausse de coûts, des risques technologiques et d'image. Ainsi, dans leur sélection d'investissement, les gestionnaires d'actifs doivent faire face à un certain nombre de nouveaux enjeux. Le premier est de faire évoluer rapidement sa culture d'entreprise et sa gouvernance. Le second est lié à la maîtrise des coûts. Prendre en compte les critères ESG peut en effet entraîner un certain nombre de nouvelles dépenses, que ces analyses soient déléguées ou non. L'accès à des données fiables et exhaustives est également un enjeu de taille. Calculer précisément l'empreinte carbone des sociétés est un exercice très compliqué. Il est également difficile d'identifier quelle sera la capacité de ces mêmes sociétés à évoluer favorablement vers une économie bas carbone. Enfin, l'utilisation d'une méthodologie de sélection trop stricte peut entraîner l'exclusion de sociétés dont la notation est correcte ou dont le modèle évolue positivement. Ceci a pour conséquence de restreindre significativement l'univers d'investissement et peut augmenter les risques de survalorisation et de concentration. On l'a compris, implémenter les critères ESG dans sa stratégie d'investissement n'est pas chose aisée. Ceci constitue un véritable atout pour les assureurs habitués à gérer l'épargne de leurs clients sur le long terme. En outre, dans cet univers de taux bas, voire négatif, il est fort probable que cela favorise les investissements à impact positif, reforestation, préservation des océans, transition énergétique, soutien des économies en voie de développement. Dans la mesure où le rendement à brève échéance n'est plus le seul objectif. Je suis convaincu que la gestion d'actifs doit être au service de la transition environnementale et sociétale. Sans transition, notre nouvelle intervenante nous vient du groupe Foyer, conseillère à la direction avec une expérience de 25 ans à Luxembourg, dont 20 dans l'assurance. Il s'agit de Charlotte Bourret-Vaton. Charlotte a 5 minutes pour nous présenter comment intégrer avec cohérence la stratégie RSE dans la stratégie globale de l'entreprise, en prenant en compte les risques liés à son activité et son environnement. On regarde tout de suite Charlotte Bourret-Vaton. On entend beaucoup parler du sujet de la RSE et encore plus dans cette période de crise sanitaire que nous vivons. Alors, effet de mode ou réelle question de société. Les attentes des consommateurs, mais également des investisseurs et des collaborateurs évoluent. Comment l'entreprise peut-elle y répondre et plus particulièrement une entreprise d'assurance avec un business lié à l'intime et à l'humain ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par RSE ? On pense souvent au volet environnemental, mais le scope est plus large. Il a été thématisé par l'Organisation des Nations Unies autour de 17 objectifs de développement durable que vous pouvez voir ici. C'est dire que le sujet est vaste et représente des enjeux pour l'entreprise. Toutefois, il peut être hasardeux de traiter cette thématique avec uniquement les outils de marketing et de communication, et il est important d'aligner les discours avec les actes.
Comment passe-t-on d'une entreprise qui veut s'engager à une entreprise qui s'engage, avec une démarche en 3 temps? Tout d'abord, faire un état des lieux, un bilan des impacts négatifs générés par l'entreprise à travers son activité. Dans un deuxième temps, en choisissant ses batailles, afin de ne pas être sur tous les sujets, il est important de penser les sujets stratégiques pour l'entreprise. Et dans un troisième temps, il est intéressant d'associer les collaborateurs dans cette démarche en leur proposant d'être soit porteurs de projet, soit d'intégrer un groupe de réflexion. Concrètement, comment est-ce qu'on passe à l'action ? Je vais vous présenter quelques exemples que j'ai vécus à travers mon entreprise, mais c'est seulement quelques exemples par rapport à un choix beaucoup plus vaste. En tant qu'entrepreneur, il nous a semblé intéressant de nous engager dans l'entrepreneuriat social en entrant au capital de Microlux, qui est un institut de microcrédit à Luxembourg qui propose d'épauler des entrepreneurs n'ayant plus accès au crédit bancaire. En parallèle à ce partenariat, nous avons mis en place un mécénat de compétences qui permet aux collaborateurs qui le souhaitent d'aider les entrepreneurs dans leurs projets avec Microlux. Dans un tout autre volet, celui de la philanthropie, de nombreuses associations proposent au niveau local ou international des projets en lien avec l'humanitaire ou l'environnement. Il peut être intéressant de monter avec une de ces associations un projet commun. L'investissement durable représente de véritables enjeux pour la place financière. C'est d'ailleurs un sujet qui est thématisé par le gouvernement et également au niveau de l'ACA à travers un groupe de travail. Il est important de repenser le contrat d'assurance pour répondre aux attentes de nos clients en matière d'investissement éthique et responsable. Voilà quelques exemples de passage à l'action. Pour avoir une démarche structurée, il est possible de se faire accompagner par un professionnel dans un processus de labellisation, comme l'a fait l'ACA avec l'INDR. Afin d'être pérenne et efficace, il est important d'intégrer la RSE dans la raison d'être de l'entreprise à travers sa stratégie, à tous les niveaux de l'entreprise. Je pense à la gestion de projet, à la politique RH, à la gouvernance, aux produits. Cela permettra de mettre en place des solutions durables qui répondent aux attentes de nos parties prenantes, mais qui sont également profitables pour l'entreprise. En conclusion, il n'est pas nécessaire de se fixer comme objectif de vouloir sauver le monde, mais d'avoir l'ambition de penser l'impact sociétal que nous voulons avoir pour l'entreprise en répondant à nos intérêts, mais également aux intérêts de nos parties prenantes. Et avant de continuer, n'oubliez pas de poster sans attendre dans Slido vos questions pour Carlo Tellen. D'ailleurs, ce serait bien si en régie, on pouvait montrer l'écran que nos internautes voient. Et donc, vous voyez que sur votre droite, vous avez même la photo de Carlo Tellen, avec l'encart « Posez vos questions ». Donc, vous avez 15 minutes pour adresser toutes vos questions. Vous pouvez le faire de façon anonyme et il s'agit juste d'entrer votre texte. Et Carlo y répondra tout à l'heure. Sans attendre notre prochain invité, un jeune homme de 58 ans, directeur de la succursale belge de Vitis Life depuis bientôt 3 ans. Il a débuté dans l'assurance vie il y a 35 ans. Il s'agit de Philippe Poteau. Philippe va nous expliquer comment les sociétés d'assurance luxembourgeoises répondent aux besoins spécifiques du marché belge, notamment sur les solutions de gestion des réserves à moyen et long terme proposées aux chefs d'entreprise. Tous nos regards sont tournés vers toi, Philippe. Il y a 2 ans, mes collègues et moi, nous avons fait un constat important sur le marché belge. En effet, nous avons étudié le marché et nous avons pu constater qu'à côté des investisseurs privés, qui disposent d'épargne souvent importante, il y a également un énorme marché de sociétés, et notamment des sociétés de management et des sociétés patrimoniales qui disposent des réserves souvent importantes pour lesquelles ils cherchent du rendement.
Mais la question est où trouver du rendement. La Banque centrale européenne, nous savons, elle poursuit sa politique de quantitative easing et nous savons qu'elle veut garder ses taux proches de zéro. Donc il est peu d'espoir de voir monter les taux à court terme. L'entrepreneur, le dirigeant de société, est donc bien obligé d'envisager une gestion active, de prendre un certain risque. Mais pas trop de risques parce que les risques restent importants. Je pense au Brexit, le Covid-19 ou encore les élections aux États-Unis. Donc, pour les sociétés belges cherchant une gestion active, mais défensive ou équilibrée, quelle est l'offre actuellement sur le marché belge? Nous avons étudié le marché et nous avons pu constater qu'il existe un vrai trou dans le marché parce que ni les assureurs belges ni les banques belges offrent actuellement une solution intéressante. Quant à l'offre des assureurs belges, tout d'abord, en assurance vie pour société, la taxe sur la prime s'élève à 4,4%, ce qui est une pénalité très grande au démarrage du contrat. Et puis, il faut savoir qu'en Belgique, il n'existe pas de contrat de capitalisation en unité de compte. Il n'existe que le contrat de capitalisation à durée fixe et taux fixe, mais où là, le taux est inférieur au taux d'inflation. Donc, pas de solution intéressante du côté des assureurs belges. Quant à l'offre des banques belges, d'un côté, il y a le carnet d'épargne, le compte à vue, qui offre un taux de 0% pour société, voire même un taux négatif de moins 0,5%, où là, la société doit payer sa banque pour simplement garder son argent. Et puis, il y a la SICAV RDT, une solution fiscalement intéressante, mais très risquée parce que investie à tout moment à 100% en actions. Alors, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que Vitis Life a, grâce au droit prudentiel luxembourgeois et grâce à sa succursale en Belgique, elle a pu créer un produit, a su lancer une solution pour les dirigeants d'entreprise, une solution offrant cette gestion active, défensive ou équilibrée. Comment avons-nous fait? D'une part, il y a le droit prudentiel de l'environnement du monde de l'assurance luxembourgeois qui connaît la branche 6, le contrat de capitalisation en unité de compte. D'autre part, il y a le régime d'établissement qui permet à Vitis Life Belgian Branch, donc à la succursale de Vitis Life en Belgique, d'offrir cette solution à la luxembourgeoise au sein d'un contrat belge. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que grâce au droit prudentiel luxembourgeois et grâce à la succursale de Vitis Life Belgian Branch, nous avons pu créer un produit unique, c'est-à-dire le premier fonds dédié belge pour société. Un vrai USP, une véritable unique selling proposition. Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire à l'un des 3 stands virtuels qui ont lieu de midi à 12h30. Et maintenant, la session phare de notre deuxième journée avec un chercheur en duplex au Japon,
un CEO d'entreprise luxembourgeoise et une fiscaliste du secteur de l'assurance. Pour une question très actuelle, la déferlante Sustainability, défi pour les experts du secteur. Comment aborder cette nouvelle vague réglementaire et avec quels outils? Ce panel sera modéré par Léa Zanda, qui a rejoint l'équipe de l'ACA il y a quelques mois comme conseillère juridique et fiscale après 7 ans en Big Four. Sans plus attendre, laissons la parole à Léa. Merci Sarah, merci Adrien. Mesdames et messieurs, chers publics, je vous remercie d'être si nombreux connectés aujourd'hui pour cette édition 2020 des ACA Insurance Days. La crise sanitaire qui nous touche nous oblige à nous réinventer et je suis ravie de modérer ce panel en version 2.0. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas sur le plateau, j'interviens de mon domicile. En effet, dans l'attente d'un heureux événement, la crise sanitaire m'impose des précautions sanitaires renforcées, ce qui explique mon absence ce matin. Je vous invite à présent à vous pencher sur un sujet incontournable à l'heure actuelle, la finance durable et plus particulièrement l'assurance durable. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une question pour vous qui s'est affichée malheureusement un petit peu plus tôt, mais que nous pouvons revoir aujourd'hui, donc dans le Slido, juste à côté de votre écran à droite. Pour vous, la finance durable et plus particulièrement l'assurance durable, c'est donc, premièrement, indispensable pour atteindre les objectifs fixés au niveau mondial. Deuxièmement, un bon moyen de conjuguer mes valeurs avec une bonne rentabilité. Ou troisièmement, une nouvelle lubie qui se tassera avec le temps. Je sais que nombre d'entre vous ont déjà répondu à cette question, mais ce serait bien de revoter pour que nous ayons un échantillonnage complet. Nous le voyons, nous le ressentons, le sujet de la sustainability est désormais partout. Nombre de consommateurs développent désormais une conscience écologique et plus largement souhaitent investir de manière durable. Force est de constater que le législateur européen n'est pas en reste et par la voie de nombreux règlements passe lui aussi à la vitesse supérieure. La réglementation en la matière s'annonce complexe et volumineuse. Nous parlons ici d'une réglementation qui va toucher tous les métiers du secteur, au niveau entité, mais également au niveau produit, d'où l'importance d'être prêt. La première échéance, mesdames et messieurs, n'est pas si lointaine. En mars 2021, la première réglementation entrera déjà en vigueur. Il y a un an, Alexandra Cousteau, dans son discours à l'ACA Insurance Day, interpellait notre communauté sur le sujet de l'assurance durable. Qu'en est-il aujourd'hui? A-t-on vraiment besoin d'une réglementation pour agir sur ce sujet si important et sur lequel les générations futures porteront sur nous un regard critique? Un an après, et compte tenu de cette nouvelle vague réglementaire qui s'annonce, notre panel va s'atteler à répondre à la question: sommes-nous prêts à la vague sustainability qui s'annonce? Est-ce qu'il y existe un véritable défi pour les experts du secteur? Quels sont les défis que les assureurs vont devoir adresser? Sont-ils prêts? Quels sont les écueils à éviter? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui en plateau Frédéric Lipka, directeur général de chez Natixis Life et membre du comité de réflexion sur ce sujet au sein de l'ACA. Bonjour Frédéric. Bonjour. Mais également Kim Schumacher. Kim est chercheur associé à l'Université d'Oxford et maître de conférences adjoint en finance durable à l'Université du Luxembourg. Il est également maître de conférences en finance durable et ESG au Tokyo Institute of Technology. Et c'est d'ailleurs du Japon que Kim nous fait l'honneur d'intervenir en duplex. En raison de circonstances personnelles, notre troisième panéliste, Flavia Misilota, partenaire Sustainability Leader chez Deloitte, ne pourra malheureusement pas être présente ce matin avec nous. Merci Kim, merci Frédéric, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de l'ACA pour ce panel. Cher public, même en version digitale, nous souhaitons partager ce moment avec vous. Vous avez accès au chat live de ce panel dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Si nous n'avons pas le temps de les adresser, nous y répondrons a posteriori. Nous l'avons vu, nous allons également interagir via certains slidos. D'ailleurs, si je peux demander à la régie d'afficher les résultats du premier slido, nous allons les regarder ensemble. Donc, les résultats ne changent pas par rapport à tout à l'heure. Vous êtes une grande majorité, 57%, à penser que la finance durable et plus particulièrement l'assurance durable, c'est indispensable pour atteindre les objectifs fixés au niveau mondial. Cher public, mesdames et messieurs, les présentations sont désormais faites. Je vous invite maintenant à plonger au creux de la vague.
pour, je l'espère, ressortir sans encombre de l'autre côté du rouleau. Et ma première question est pour toi, Kim. Kim, le Luxembourg fait face, comme tous les autres États, à des risques climatiques importants. Selon toi, la réglementation prévue est-elle nécessaire pour pouvoir faire face à la gestion de ces risques dans le futur? Merci Léa. Je pense que oui, absolument indispensable, parce qu'en étant un chercheur dans l'environnement, vraiment le changement climatique et la dégradation des écosystèmes va affecter tous les acteurs, soit au Luxembourg, soit sur le niveau européen ou soit sur le niveau mondial. Et c'est sur la base des rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies qui forment la base de ces données et qui vraiment donnent la motivation pour agir, parce que si on regarde par exemple un rapport spécial de l'année 2018 sur un monde dans un scénario dans un scénario de chauffage de 1,5 degrés Celsius, vraiment les conséquences vont être graves et vont avoir un impact très significatif sur toute l'humanité. Donc, et c'est dans ce contexte-là qu'il faut agir, parce que même si les gens, les citoyens au Luxembourg, souvent pensent que ça ne va pas les affecter, c'est par exemple avec les sécheresses qui deviennent plus prolongées et plus intenses de l'année à l'autre. Par exemple, les 4 années les plus chaudes de toute l'histoire humaine, au moins enregistrée, étaient dans les années 5 années précédentes. Donc ça montre vraiment que le climat change d'une façon rapide et accélérée. Et par exemple, au Luxembourg, la sécheresse va aussi créer des problèmes d'approvisionnement de l'eau, ce qui est un problème très réel, surtout avec la croissance attendue du Luxembourg, par exemple, au niveau population. Donc, c'est sur le côté physique, mais aussi sur le côté, ce côté physique a été pris en compte par l'Union européenne. Par exemple, ils ont introduit un concept qui s'appelle la double matérialité. Pour expliquer ce qu'est la double matérialité, ça veut dire que l'Union européenne, dans sa nouvelle réglementation, veut que tous les acteurs dans le monde de la finance et de l'assurance considèrent non uniquement comment est-ce que les réchauffements climatiques ou la dégradation environnementale affectent les chiffres d'affaires ou par exemple les portefeuilles, mais aussi l'inverse. Comment est-ce que les portefeuilles et les activités économiques affectent l'environnement et les climats. Donc c'est vraiment cette double matérialité, ces deux côtés qui sont importants et qui vont vraiment être pris en compte encore beaucoup plus avec les réglementations qui sont en train de venir. Merci beaucoup, Kim. On le comprend très bien, donc du coup, cette réglementation est donc nécessaire et obligatoire, hein, si je puis m'exprimer ainsi, selon toi. Et je voudrais demander à Frédéric, sur le plateau, comment se positionnent les assureurs aujourd'hui? Quelles sont les avancées qui peuvent être soulignées pour le secteur ces derniers mois? En effet, je suppose que les assureurs n'ont pas attendu cette réglementation pour agir. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Et puis, Léa, tout d'abord, toutes mes félicitations pour cet heureux événement qui t'attend. Et je trouve que c'est une bonne entrée en matière, en fait, pour le développement durable. En effet, le développement durable est un enjeu majeur pour les générations futures. On le voit maintenant, on n'a plus le choix. Les dérèglements climatiques sont là et le secteur financier dans son ensemble doit vraiment jouer un rôle très important dans ce domaine. Et en particulier l'assurance parce que avec sa capacité à investir dans des actifs durables, éthiques, avec sa capacité à évaluer les risques à enjeux environnementaux, doit vraiment prendre une part importante dans cette transformation écologique.
D'ailleurs, au sein de l'ACA, on a effectué récemment une étude auprès des adhérents. Et je vais vous donner quelques résultats ici. Le premier, c'est que 73% des acteurs considèrent que c'est un enjeu vraiment stratégique pour leur entreprise. Un autre chiffre aussi, 73% ont d'ailleurs organisé un comité dédié au sein de leur entreprise. Et chose qui, pour moi, est la plus importante dans les résultats que nous avons obtenus, je pense, dans le domaine actuel, on le voit avec la pandémie, en fait, on est tous à faire du travail à distance. Et donc, les collaborateurs de ces entreprises se posent pas mal de questions sur le sens qu'ils donnent à leur travail. Et 3/4 de ces salariés, dans l'enquête que nous avons menée, considèrent que l'entreprise dans laquelle ils travaillent doit être vraiment claire et doit avoir une stratégie claire, lisible sur ces enjeux environnementaux. Merci beaucoup, Frédéric. Merci pour tous ces détails. J'aimerais maintenant interroger le public sur une question pratique. Selon vous, quel est le principal frein à la mise en place des réglementations sustainability dans votre entreprise? Premièrement, le manque de ressources qualifiées. Deuxièmement, un coût de mise en place trop important. Ou alors la difficulté d'accès à l'information, savoir ce qui est attendu et quand. Et comme tout à l'heure, nous reviendrons sur les résultats un peu plus tard. Frédéric, je me retourne de nouveau vers toi. Comme nous l'avons dit précédemment, une véritable vague réglementaire va s'abattre sur le secteur dans un futur plus ou moins proche. Peux-tu, s'il te plaît, nous indiquer les écueils que rencontrent ou rencontreront les assureurs pour être prêts? Alors, on voit bien qu'il va y avoir on parle de vagues réglementaires. À un moment donné, on parlait de tsunami réglementaire. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le tsunami réglementaire va continuer et même la vague va devenir encore plus importante. Récemment, on l'a vu, les acteurs de l'assurance ont quand même subi plusieurs réglementations, ont dû implémenter plusieurs réglementations, Solvabilité 2, la directive assurance, tout ce qui est autour de la lutte anti-blanchiment et tout ce qui est protection des données personnelles. Prochainement, on aura aussi la DAC 6 à implémenter et puis les nouvelles normes IFRS 17. Donc on le voit bien, en fait, on a déjà quand même subi une réglementation importante. S'ajoute à cela, ce que je disais tout à l'heure, c'est la période actuelle que nous vivons avec la Covid. Beaucoup d'entreprises ont beaucoup investi pour continuer à travailler, à poursuivre le run dans leurs activités, mettre les collaborateurs en travail à distance, mais aussi continuer à avoir des relations commerciales à distance. Donc tous ces investissements, et je crois qu'il y a une session spéciale digitalisation à l'ACA Insurance Days la semaine prochaine. Donc on voit bien que c'est un enjeu majeur. Et s'ajoute à cela aujourd'hui une nouvelle réglementation autour de l'assurance durable. Tu l'as dit tout à l'heure dans ta question, alors bon, je ne sais pas si la date sera celle qui a été retenue, mais aujourd'hui le régulateur ne nous laisse pas beaucoup de temps puisque dès mars 2021, il va falloir implémenter quand même différents éléments autour de l'assurance durable et par commencer l'information précontractuelle que nous allons devoir donner à nos clients va être renforcée parce qu'il va falloir mettre par exemple des indicateurs sur des risques de durabilité sur ces éléments, avoir des informations un peu plus précises aussi sur les différents produits durables que nous proposons. Donc on le voit bien, on a une nouvelle réglementation qui arrive et cela va nécessiter des expertises supplémentaires, ça va nécessiter aussi des ressources supplémentaires et peut-être même du coup des investissements supplémentaires pour nos compagnies d'assurance. Merci beaucoup Frédéric. Donc tu le dis, il va y avoir un besoin en ressources notamment. Et je me tourne maintenant vers Kim parce qu'on le voit, cette réglementation va parfois très loin dans le niveau de détail technique et ou scientifique.
Et je voulais te demander, Kim, penses-tu que les acteurs de la place ont les ressources indispensables à leur mise en œuvre concrète? Actuellement, je dirais non, parce que c'est surtout sur le niveau des ressources humaines qu'actuellement il y a encore beaucoup de défaillances. Et c'est le niveau du côté des équipes, parce que si on voit, par exemple, moi je fais partie de différents comités internationaux, par exemple de l'Organisation internationale de la standardisation, ou encore par exemple la GRI ou la Climate Disclosure Standards Board. Et voyons à quel point, parce que eux, ils collaborent aussi avec les IFRS, avec l'International Accounting Standards Board. Donc, je vois à quel point ça devient technique. Et aussi, si on voit, par exemple, la réglementation européenne, comme l'a dit Frédéric, il y a un tsunami. Ça inclut, par exemple, aussi la taxonomie, ça inclut différentes réglementations sur la publication des données de durabilité. Et tout ça en combinaison, ça crée vraiment, je dirais, un mosaïque entre ce qu'on connaît, information financière, mais aussi information non financière. Et c'est surtout ce côté-là qui est actuellement encore sous-développé au Luxembourg, parce qu'on a beaucoup d'expertise sur le niveau financier. Mais le côté non financier, si on regarde vraiment les détails, l'Union européenne requiert vraiment des informations très techniques, par exemple sur la pollution de l'eau, par exemple sur les émissions, sur créer des scénarios d'impact. Tout ça, il y a encore peu d'expérience dans tout le monde, mais aussi au Luxembourg, même si le Luxembourg est en train de développer ce secteur-là, le secteur de la finance durable. Il faut avoir des ressources humaines et des équipes diversifiées, parce qu'il faut avoir des experts qui sont très connaissants dans le monde financier ou dans les activités financières, mais le côté non financier est encore sous-développé. Donc, parce que un des risques, c'est l'intégration du ESG ou du RSE ou de la finance durable, et souvent, actuellement, beaucoup d'acteurs se reposent sur des ESG ratings, sur des ratings RSE ou ESG qui sont fournis par des fournisseurs ou par des service providers, et, comme Bloomberg ou d'autres fournisseurs. Et il faut être conscient que les données, surtout en étant quelqu'un qui vient de la science naturelle, du domaine de la science naturelle, des sciences naturelles, et en analysant les données, pures, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a déjà des recherches qui ont documenté ces problèmes-là. Il y a beaucoup d'acteurs qui aussi disent que actuellement les ratings ne sont pas suffisamment fiables pour vraiment les utiliser à 100% pour faire les décisions d'investissement, les décisions du risk management prudentiel. Et il faut comprendre aussi sur le niveau, pur, comment est-ce qu'un ESG rating est influencé, quelles sont les méthodologies qui sont utilisées. Et souvent, ça requiert aussi des connaissances beaucoup plus techniques et beaucoup plus dans le domaine de la science naturelle qu'avant beaucoup d'acteurs au Luxembourg ou en Europe ou dans le monde ont actuellement. Donc, il faut vraiment développer ce domaine-là, parce que ces ressources, surtout les ressources humaines, vont être indispensables, vont être absolument nécessaires pour croître le domaine de la finance durable et de l'assurance durable au Luxembourg. Merci beaucoup, Kim. Frédéric, je me tourne vers toi. Est-ce que tu veux rebondir sur ce point ? Oui, la difficulté aujourd'hui, c'est vrai que c'est la norme. On voit qu'elle est complexe, on voit qu'elle est mouvante. Aujourd'hui, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que les assureurs n'ont pas attendu, en fait, d'avoir cette réglementation pour se positionner sur l'assurance durable. On a vu émerger différentes actions de différents assureurs.
Par exemple, certains assureurs se sont dotés d'une raison d'être qui englobe tous les aspects environnementaux, sociaux, de gouvernance, en fonction de leur ADN ou de leur conviction. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs ne plus investir dans des placements qui sont exposés au tabac, au charbon ou à l'armement. Autre point, par exemple, sur l'accord de Paris sur le climat, on voit aussi tous les acteurs se mettre vraiment en alignement d'investissement dans une trajectoire de degrés Celsius. Là, je parle des investissements, mais au-delà des investissements, et je crois que c'était un petit peu dans les capsules que vous avez vues un peu en amont de ce plateau, c'est que certaines sociétés aussi consacrent une part de leur activité avec leurs collaborateurs à aider des associations, à avoir des projets humanitaires. J'ai entendu parler de dons sur salaire pour aider aussi certaines associations ou avoir des journées solidaires pour les collaborateurs pour participer justement à tout cet écosystème. Mais peut-être je peux vous donner un exemple plus particulier sur Luxembourg. Aujourd'hui, en fait, il y a des travaux qui sont en train d'être menés pour tenter de créer un label sur de l'assurance vie, une assurance vie ESG avec LuxFlag, qui est un des acteurs principaux, importants sur le marché luxembourgeois en termes de création de labels. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette réponse. Je vais demander maintenant à la régie d'afficher les résultats du vote de notre second Slido. Alors, quand je vous avais posé la question, quel est le principal frein à la mise en place des réglementations sustainability dans votre entreprise? Alors, la réponse ne nous surprend pas. La difficulté d'accès à l'information, savoir ce qui est attendu et quand, arrive en first position. Effectivement, et c'est tout l'objet du débat aujourd'hui, c'est compliqué, c'est difficile à appréhender et il va falloir avoir besoin d'experts en la matière. Frédéric, en tant qu'assureur, puisque maintenant on a vu un petit peu la vague réglementaire, on a vu où est-ce qu'on est aujourd'hui, on a vu les écueils qu'il va falloir éviter, sur lesquels il va falloir éviter de trébucher. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire si tu avais le régulateur en face de toi? Qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire sur ces difficultés à appréhender cette vague réglementaire et notamment peut-être sur l'identification de ce qui est obligatoire et de ce qui est facultatif? Alors, je ne me permettrai pas de donner de conseils aux régulateurs. Néanmoins, je pense qu'il faut être pragmatique quand même dans notre approche. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est bien évidemment de sécuriser en fait l'assurance, les risques systémiques en assurance, ça c'est évident, mais au bout du bout, c'est quoi? C'est que le client comprenne bien qu'est-ce qu'il achète chez nous et qu'il regarde par rapport à son investissement, qu'il comprenne en fait quel peut être son impact sur la société par rapport à ses investissements. Je pense que les normes déjà doivent être claires, doivent être lisibles, ça c'est une première chose. Et puis après, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que les règles doivent être quand même industrialisables entre guillemets. Je prends un exemple récent que tous les assureurs connaissent, c'est la mise en place de PRIIPs. Qui part vraiment d'un bon sentiment, c'est d'aider le client à pouvoir comparer les produits entre eux en amont avant de faire son choix. Alors, tous les acteurs et tous les assureurs sont conformes à la réglementation, ils ont tous implémenté PRIIPs, mais est-ce qu'on a vraiment réussi cet objectif-là? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la façon de l'avoir mené clarifie vraiment la situation. Pour le client. Et donc, si j'avais un souhait à émettre vis-à-vis peut-être des divers régulateurs, c'est qu'il faut travailler un peu plus, je pense, main dans la main, avec bien entendu les experts, bien entendu le secteur industriel, et en l'occurrence pour nous, les assureurs,
mais surtout regarder quelles sont les problématiques d'implémentation au sein des structures et des entreprises. Et puis, au-delà du régulateur, je voudrais aussi peut-être passer un autre message, parce que Luxembourg est une place financière forte en matière de fonds d'investissement. Et dans le domaine de l'assurance durable, nous, on est le réceptacle, en fait, un peu de ces fonds. Et travailler aussi un peu plus main dans la main avec les fonds d'investissement qui, pris individuellement, bien sûr, ont des actions sur l'environnement, sur le climat, dans l'enveloppe fiscale assurance, je pense qu'on doit pouvoir aussi trouver des moyens de faire en sorte que non seulement les fonds d'investissement soient durables, mais l'assurance, alors l'assurance vie en particulier, soit également durable. Merci beaucoup, Frédéric. Je me tourne du coup sur ma droite digitale et je voudrais te demander, Kim, si tu veux rebondir sur ce point. Ce que Frédéric dit, c'est absolument, il y a beaucoup de points importants là-dessus, et surtout le point de la collaboration, et surtout de travailler main en main. Et parce que moi, je pense que les défis ne sont pas uniquement pour les acteurs financiers, mais aussi pour les régulateurs. Parce que si on voit, par exemple, ce qui se passe sur le niveau européen, c'est que, par exemple, la Commission, les tâches que la Commission a donné aux régulateurs, par exemple IOPA ou la EBA pour les banques, et ESMA pour Securities et Market Administration Authority. On voit vraiment qu'ils veulent pousser ce point-là, mais ça donne aussi, c'est aussi un défi pour les régulateurs, parce qu'eux, ils doivent aussi avoir les compétences nécessaires et l'expertise nécessaire pour réglementer ce marché-là. Parce qu'un des points principaux que l'Union européenne voulait faire, c'est pas uniquement adresser les risques systémiques qui viennent du changement climatique ou de la dégradation environnementale, mais aussi, par exemple, essayer d'éviter qu'il y a des promesses vides qui sont faites par les nouveaux développements dans la finance durable, par exemple, des produits qui apparaissent verts ou qui apparaissent durables, mais qui ne le sont pas. Et c'est sur ce point-là que pour véritablement exécuter cette fonction régulatrice, il faut que le régulateur a aussi les compétences et l'expertise nécessaires pour donner de la guidance aussi, parce que pour être non uniquement, par exemple, superviseur, mais aussi pour procurer de la guidance. Et c'est sur ce point-là que, comme avec aussi les banques et les autres acteurs financiers, il faut collaborer, par exemple, avec les scientifiques. C'est la partie non financière qui est le vrai défi. Parce que auparavant, on s'est concentré sur les aspects financiers de façon principalement. Mais actuellement, il faut aussi, comme je l'ai dit auparavant, avec la double matérialité, il faut regarder quels sont les risques que le climat et la dégradation environnementale ont sur les portefeuilles, sur les entreprises, mais aussi l'inverse. Quels sont les impacts que les entreprises et les portefeuilles et les acteurs financiers ont sur l'environnement et sur le climat. Et ces analyses, ces investissements qui vont s'orienter d'après ces principes-là sont très complexes, même pour moi. Moi, je suis un rechercheur dans la science naturelle, mais moi, je suis uniquement véritablement expert dans une toute petite partie de sciences de l'environnement. Et souvent, ce que je dis, comme je travaille avec des régulateurs, par exemple dans le contexte de l'IOSCO, ou par exemple dans le contexte de la NGFS, le Network for Greening the Financial System, qui est administré par la Banque de France, c'est que le fait que c'est si complexe et qu'il faut faire ces analyses-là, il faut vraiment intégrer et créer, une plateforme de collaboration, parce que les régulateurs, aucune organisation actuellement a toutes les réponses. Et c'est ça, à ce point-là, que la collaboration va montre, le chemin pour le futur.
Et c'est aussi vrai pour les acteurs financiers ou de l'assurance que pour les régulateurs. Merci beaucoup. Nous allons aborder maintenant, cher public, un sujet un peu moins politiquement correct, le greenwashing. On ne peut pas parler sustainability sans en parler. Et avant de laisser la parole à mes deux panélistes sur ce sujet, je voudrais savoir, et vous allez avoir la question qui va s'afficher sur votre Slido, sur la droite de votre écran, si en toute honnêteté, vous pensez aujourd'hui que le secteur financier fait du greenwashing. Vous avez 3 possibilités de réponse, oui, non ou dans une certaine mesure. À vos votes. Kim, je suis certaine que nos auditeurs, du coup, derrière leurs écrans s'interrogent. Et on est tous d'accord, le greenwashing, ce n'est pas l'objectif que nous voulons atteindre, mais parfois, on y arrive. Alors concrètement, que peux-tu nous dire sur cette notion de greenwashing et surtout, quels conseils donnerais-tu aux assureurs pour ne pas en faire? Le greenwashing, comme je l'ai dit, c'est un peu auparavant, c'est que si on fait du marketing d'un produit financier ou si on fait si on dit sur la performance d'un produit financier et on n'a pas l'intention ou on n'a pas les compétences pour l'implémentation de façon correcte pour obtenir les résultats promis. Et c'est surtout sur le niveau de la durabilité. Par exemple, on dit qu'un produit financier va réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on n'est pas capable soit de mesurer ou soit de vérifier si ces résultats, en fait, puissent même être achevés. Et c'est ça ce qui est le greenwashing, c'est faire une promesse qu'on ne peut pas tenir dans le domaine de la durabilité ou du développement durable. Et ça, c'est un grand problème actuellement, c'est comment dire, le fondement des activités de l'Union européenne sur le plan réglementaire. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un nouveau cadre réglementaire qui s'appelle la taxonomie, qui définit ce qui est une activité verte ou non. Par exemple, les activités qui sont en connexion avec le charbon ne le sont pas. Parce que les émissions des effets des gaz à effet de serre sont beaucoup trop élevées pour, par exemple, être en alignement avec avec l'accord de Paris sur le climat. Et c'est ça ce qui est le greenwashing. Mais c'est pas uniquement sur les émissions du CO2, mais c'est surtout les promesses qui se font dans le domaine de la RSE et du ESG. Et le greenwashing est devenu beaucoup plus, commun parce que avec la difficulté, avec les défis, il y a certains acteurs dans le monde financier, mais aussi dans le monde des entreprises, qui pensent que c'est beaucoup plus facile de faire du greenwashing que de faire, par exemple, les changements nécessaires, soit techniques, soit administratifs, pour vraiment exécuter ces promesses. Par exemple, un bon exemple est Volkswagen avec le scandale diesel. C'est vraiment comme Volkswagen l'a promis, il y avait une technologie clean diesel, mais enfin, ce n'était pas le cas. Donc, c'est un bon exemple de greenwashing. D'autres greenwashing, c'est par exemple le McDonald's, McDo, parce qu'eux, ils ont récemment changé la couleur de leur logo de rouge à vert. Et ils n'ont pas forcément changé fondamentalement leur business model. Et par exemple, beaucoup de viandes viennent encore du Brésil, où il y a un grand risque de la déforestation. Donc, on pourrait dire que c'est du greenwashing. Et dans la finance, on le voit de plus en plus que, comme j'ai dit, il y a des promesses. Mais de l'autre côté, comment les conseils aux assureurs pour ne pas en faire? Je dirais que les conseils de ne pas en faire vont aussi, servir les nouveaux, obligations sous les réglementations européennes. C'est en fait la publication des données, la disclosure va être essentielle. Et par exemple, beaucoup d'investisseurs ou beaucoup de clients vont regarder sur les données qui vont être publiées du côté non financier, par exemple sur les gaz, sur le CO2, sur la déforestation, mais aussi sur les causes sociales ou de gouvernance, pour voir est-ce que cette entreprise, la performance de cette entreprise ou de
cet acteur financier correspond vraiment à ce qu'ils ont promis. Et par exemple, c'est aussi sur les fonds, sur les portefeuilles. Et c'est sur ce côté-là qu'on va voir beaucoup plus d'attention des clients et des régulateurs là-dessus. Donc, par exemple, avec les recommandations que j'ai faites auparavant, des équipes qui sont diversifiées. Et par exemple, la diversité au sein de l'entreprise, parce que par exemple, la représentation des femmes ou la diversité générale en ressources humaines, ça représente vraiment, ce sont des indicateurs qui vont montrer à quel point une entreprise, par exemple, fait les ajustements structurels pour répondre à ces nouveaux défis. Merci beaucoup, Kim. Je vais demander maintenant à la régie d'afficher les résultats du dernier Slido pour qu'on puisse confirmer un petit peu cette impression. Est-ce que la régie peut afficher les résultats? Voilà. Donc, en fait, je vous demandais si vous pensiez qu'en toute honnêteté, aujourd'hui, le secteur financier faisait du greenwashing. Donc, majoritairement, c'est dans une certaine mesure, mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est de combiner ce résultat avec la réponse oui, puisque si on prend dans une certaine mesure, et oui, on a une écrasante majorité. Donc, ça montre encore qu'il y a encore des choses à faire, et heureusement, mais je suis sûre que ce n'est pas le dernier panel que nous aurons sur la sustainability. Frédéric, je me tourne maintenant vers toi et en tant que membre, j'aimerais bien t'interroger maintenant, non plus avec ta casquette d'assureur, mais avec ta casquette de membre du STIRCO en charge du projet Sustainability à l'ACA. Quelles sont les actions concrètes qu'a prises le secteur en fait, sur ce sujet ? Oui, je vais revenir sur un résultat de l'enquête. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est que 73% des assureurs à Luxembourg considèrent que l'assurance durable est un enjeu stratégique pour leur société. Néanmoins, quand on regarde après d'autres résultats, par exemple, 85% des entreprises ne se sentent pas prêtes aujourd'hui à faire face aux nouvelles exigences réglementaires sur l'assurance durable. Nous avons aujourd'hui au sein du Steering Committee travaillé sur une feuille de route. Et cette feuille de route, tout d'abord, je pense que ce qui est important, c'est de clarifier en tout cas la réglementation, quels sont les attendus, les livrables qui vont être nécessaires de publier. Donc au moins, c'est d'éclairer sur ce sujet-là. On le voit dans un des résultats d'un slido que c'était justement le premier item où voilà, on n'est pas à l'aise en fait avec cette matière-là, on ne la comprend pas forcément très bien, donc on va essayer vraiment de clarifier cette réglementation. Ensuite, je pense qu'il est nécessaire d'aller un cran plus loin sur l'environnement, l'écosystème. C'est quoi l'écosystème ? Il est complexe, hein, cet écosystème de l'environnement durable. Je regardais justement hier le nombre de labels qui existent en Europe. Enfin, et quand on regarde un peu dans le détail les différents organismes qui produisent des labels, ben c'est vraiment compliqué de s'y retrouver. Donc, je pense que c'est important d'éclairer sur ce sujet-là. Voire même, j'ai vu un label aussi qui allait changer ses normes et sa façon de faire dès janvier 2021. Donc, on a déjà un label, mais du coup, en 2021, il va falloir regarder d'autres éléments pour pouvoir obtenir de nouveaux labels. Donc, voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc, deuxième point, cet écosystème. Et troisième point, je pense, et on le voyait hein, aussi dans les slidos, un manque de compétences hein, sur le sujet. Donc, je pense que notre responsabilité au sein de l'ACA, c'est aussi d'amener à faire en sorte que nos adhérents, tous les assureurs, développent leurs expertises, leurs compétences dans ce domaine. Donc, on va essayer d'organiser peut-être, soit des sessions de formation, soit aider en fait les différents acteurs à trouver les bonnes formations pour augmenter les compétences internes des sociétés.
Et pour le dernier point, je crois dans un slido qui était les investissements nécessaires, ça c'est à charge de chaque patron de société d'assurance de voir les investissements qui sera nécessaire d'effectuer. Merci beaucoup, Frédéric. Si on peut prendre juste 2 petites minutes chacun, Kim, Frédéric, pour la closing remark. Qu'est-ce que vous voulez que nos auditeurs retiennent en fait de ce panel? Kim, je te laisse en premier la parole. Je dirais, dans le futur, c'est la diversité des équipes et surtout une augmentation des compétences ou des compétences, de l'expertise non financière au sein des acteurs financiers et des entreprises. Parce que au Luxembourg, ça fait encore rare de voir, par exemple, comme aux États-Unis, le Chief Sustainability Officer. C'est très rare au Luxembourg et normalement, aux États-Unis, ce sont des gens qui viennent du domaine de la science naturelle pour vraiment permettre aux acteurs de la monde de la finance ou du monde des entreprises de s'informer et de s'entraîner sur ces sujets qui sont assez difficiles. Un autre côté encore, par exemple, l'éducation. Comme je suis, par exemple, maître conférence adjoint au sein de l'Université du Luxembourg, on voit que vraiment, et on essaye d'avoir cette approche, double au sein de l'Université du Luxembourg, finance et sciences. Et si on voit ça au sein des entreprises et au sein des institutions financières, on va vraiment voir que cette nouvelle vague réglementaire va toujours être un défi, mais au moins on a plus d'instruments et plus d'outils pour les aborder. Merci beaucoup, Kim. Je me tourne maintenant vers toi, Frédéric. Quelle est ta closing remark pour nos auditeurs? L'assurance durable, on n'a pas le choix. On voit c'est une réalité aujourd'hui. Enfin, les dérèglements climatiques sont une vraie réalité. Tout le monde connaît les chiffres. Il y a beaucoup de communication autour de ça. Et tous les acteurs nous attendent sur ce sujet. Donc, il faut vraiment y aller. Ce que je voulais vraiment passer comme message, c'est que le secteur de l'assurance n'a pas attendu en fait que la réglementation soit là pour déjà avoir des actions. Et j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Maintenant, si on parle de la réglementation, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il va falloir que l'on travaille vraiment main dans la main avec les différents acteurs de cet écosystème, que ça soit les régulateurs, que ça soit les experts, hein, et Kim en est un, que ça soit le secteur industriel dans son ensemble. Hein, on parle des assureurs, mais il y a aussi dans cet écosystème d'autres acteurs, pour que finalement on atteigne vraiment en commun cet objectif de faire en sorte que on ait un impact positif voilà, sur l'environnement, et puis que nos clients, quand ils achètent nos produits, ils savent exactement ce qu'ils achètent et quel est du coup leur impact aussi par rapport à cet investissement. Super, merci beaucoup Frédéric. Cher public, notre panel touche désormais à sa fin et nous n'avons malheureusement plus le temps pour répondre à quelques questions. Nous avons vu sur le chat que vous avez été nombreux à interpeller nos 2 panélistes. Nous allons noter toutes ces questions et nous allons y revenir a posteriori. Merci à vous Frédéric, merci à vous Frédéric et Kim, merci à vous deux pour la qualité de nos échanges et pour votre disponibilité. Je voudrais aussi remercier l'équipe technique qui est derrière la mise en place de ce panel. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre attention et votre participation. Ce panel est maintenant terminé. Sarah, Adrien, je vous laisse donc la parole pour la suite du programme. Vous pouvez continuer cette conversation sur un sujet vraiment engageant avec les intervenants via le chat. Merci à tous, à ceux qui étaient très loin, en duplex du Japon, Kim Schumacher, avec un décalage horaire conséquent. Merci à la technique et à notre public d'avoir voté si massivement sur Slido. Maintenant, Sarah, quelle est la suite? Alors maintenant, nous allons voir les 2e ACA Insurance Innovation Awards.
Aujourd'hui, ce sera Thomas Mativet d'Active Asset Allocation et Gabriela Passiou de B4 Finance qui affrontent notre jury composé de Pierre-Michael de Verseger, David Donias et Stéphanie Smets, et vous, bien sûr. Votez pour nos 2 startups du jour, Asset Allocation et B4 Finance, et évaluez de 1 à 10 quelle est la contribution de cette startup pour le secteur de l'assurance, ainsi que votre appréciation générale du pitch. Vous avez 2 minutes par question. Attention, les résultats ne seront dévoilés que le 24 novembre lors de notre session académique. Place maintenant à Thomas Mativet, Active Asset Allocation, puis Gabriela Passiou, B4 Finance pour cette 2e session des AK Insurance Innovation Awards. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ainsi que le nom de votre société? Bien sûr. Alors, Thomas Mativet, responsable commercial chez Active Asset Allocation. On est une fintech depuis 10 ans, basée en France, sur de l'ingénierie financière digitale. Merci. Donc, vous allez maintenant avoir 3 minutes pour nous faire votre présentation et nous passerons ensuite aux questions-réponses. Merci, avec grand plaisir. C'est parti. Alors, moi, je suis ravi d'être là. J'aimerais vous parler tout d'abord de Vanessa. Vanessa est conseillère en gestion de patrimoine au sein chez un assureur. Mais aujourd'hui, Vanessa, elle est contrariée. Contrariée par plusieurs challenges. Premièrement, le challenge de l'assureur. L'assureur lui demande d'améliorer son taux de collecte, mais également de transformer son stock de clients existants. De fonds garantis en plus du C, de transformer également la gestion libre vers un peu plus de gestion conseillée ou profilée, mais également par le challenge de ses clients. Les clients lui demandent veulent plus de sens dans leur projet d'épargne avec de nouveaux produits et avoir de la performance financière toujours sous contrôle de risque. Et pour le coup, Vanessa, un troisième challenge, c'est qu'elle n'a pas les outils lui permettant de répondre à ses objectifs. Elle aimerait avoir des outils d'aide à la vente, de création de portefeuille modèle et de suivi. Alors, pas de panique, Vanessa. Notre société Active Asset Allocation accompagne depuis 10 ans maintenant les assureurs, les réseaux de distribution, les banques privées, mais également les family office, dans la mise en place d'un service d'ingénierie financière digitalisé. Alors, son nom, c'est Rafa. Attention à ne pas confondre avec Rafael Nadal, récent vainqueur du tournoi de Roland-Garros. Mais notre outil Rafa est aussi performant que le joueur de tennis. Quand vous êtes conseiller et que vous utilisez Rafa, vous avez la possibilité de fournir un diagnostic rapide à votre client sur l'allocation et son projet d'épargne, mais également de fournir des recommandations personnalisées grâce à un optimiseur. Et l'optimiseur au sein de Rafa, au sein de Rafa, permet en fait à un conseiller de lui donner plein d'informations pour améliorer le taux de succès, le pourcentage que vous voyez ici, 0%, d'améliorer le pourcentage de succès d'un projet d'épargne d'un client, en lui donnant plusieurs informations. Par exemple, on va vous changer votre allocation d'actifs. On va peut-être vous proposer d'autres supports d'investissement. On va peut-être également mettre en place un versement libre programmé. Et si c'est le cas, l'optimiseur va vous dire le montant qu'il faudrait avoir, mais également la période pendant laquelle il faudrait mettre en place ces prélèvements libres programmés pour atteindre un taux de succès acceptable. Donc aujourd'hui, Rafa également a une possibilité pour le conseiller, c'est qu'à côté de son client, il peut utiliser un simulateur nouvelle génération. Ce simulateur nouvelle génération va permettre au conseiller de comparer à gauche un projet d'investissement en gestion libre et à droite d'avoir le même projet d'investissement, mais cette fois-ci avec une gestion conseillée ou une gestion profilée. Donc vous l'aurez compris, c'est un outil d'aide à la vente pour proposer un autre type de gestion sur un même projet d'épargne. Aujourd'hui, Rafa est disponible en API, mais également en marque blanche. Il se connecte très facilement sur les systèmes d'information de nos partenaires et donc des assureurs. Les conseillers et les banques et les clients peuvent suivre de manière en temps réel la performance des contrats d'épargne avec une transparence sur les frais de gestion en pourcentage et en montant, mais également sur le pourcentage ISR du portefeuille. En conclusion, Rafa est l'outil adéquat pour l'assurance vie, permet la construction, mais également la vente et le suivi des contrats d'épargne. Il permet à un assureur de transformer le stock de ses conseillers et également de fidéliser les clientèles à travers un outil qui va permettre d'améliorer la collecte. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour une démonstration de notre outil Rafa. Merci beaucoup. Merci à vous.
Et pour rebondir sur le côté réglementaire également, est-ce que votre solution vous permet aussi d'intégrer toutes les contraintes réglementaires en termes de limites d'investissement auxquelles les assureurs peuvent être sujets? On a en fait travaillé pour la réglementation MiFID 2, d'afficher exactement quand on fait une proposition d'investissement, déjà tout ce qu'on va afficher sera net de frais et on va préciser également que va payer le client. C'est-à-dire, dans un contrat d'assurance vie, on vient d'équiper un assureur d'un outil de suivi des contrats d'épargne, après qu'on ait fait une proposition d'investissement. Le client va pouvoir voir sur le fonds garanti combien il est prélevé, sur les UC, combien il est prélevé, sur les frais de versement, combien il est prélevé, en pourcentage et en montant par année calendaire. En 2019, le fait que je sois exposé à 40% sur des fonds, ça m'a coûté combien? L'assureur a pris tant en montant. Donc, on a une transparence totale. Et également sur les règles d'investissement, effectivement, on intègre les règles de l'assureur. On peut intégrer ses critères et ses remarques. Donc, nous, on a des règles par défaut. On va intégrer, par exemple, des règles de diversification ou pour proposer des bons fonds, le conseiller ne pourra pas proposer, par exemple, que 2 fonds à son client. Il va y avoir une alerte en lui disant que le portefeuille n'est pas diversifié. Néanmoins, on travaille après avec la compagnie, leur ambition, leur façon de travailler, tout en étant bien évidemment encadré par le côté réglementaire. Donc, par exemple, aussi, autre question, c'est que j'y repense, on va s'assurer dans la vie du produit qu'on a fait souscrire à notre client que son profil d'investissement qu'il a signé est en ligne avec son profil de risque. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, le conseiller va recevoir des notifications et des alertes pour lui dire « tu as peut-être 50 clients qui aujourd'hui leur profil d'investissement n'est plus à jour. Et donc, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses. » Voilà, on va l'aider vraiment dans la partie administrative. Sur le plan applicatif, comment s'intègre votre solution par rapport à des solutions de gestion d'actifs qui existent déjà chez certains assureurs? Alors, les assureurs, en fait, on a, là, vous voyez l'outil qui est en front, hein, c'est le côté visible de l'iceberg. Vous avez aussi le côté back. Si je remonte ma slide, vous l'avez ici. Alors, peut-être que vous ne voyez pas avec les images, mais le côté où vous avez la flèche Bloomberg, c'est tout notre côté moteur. Ça, aujourd'hui, en fait, quand on se bloque, par exemple, on est en pourparlers avec un assureur luxembourgeois en ce moment, eux, en fait, ont un PMS, ont un outil de passage d'ordre, donc font des portefeuilles, font des créations de portefeuilles, par contre, veulent utiliser notre simulateur pour que leur force vive puisse proposer les portefeuilles qu'ils ont créés, mais également proposer l'ensemble des supports qui sont référencés. Et à ce moment-là, dans l'outil BAC, ils vont charger, on va leur mettre à la main chez eux. C'est un outil qui sera dédié, il sera privé, il sera localisé chez eux. Ils auront une plateforme pré-prod, prod. Leur outil leur appartiendra, où ils pourront charger tout leur portefeuille, faire des connexions avec leur système. Donc, on sera là pour les connecter au départ. Mais après, ils seront avec nous, ils seront administrateurs de notre outil pour pouvoir en fait charger toutes les informations et qu'ensuite leur réseau de vente puisse promouvoir les portefeuilles qu'ils ont créés. Donc, il y a vraiment ce côté visible de l'iceberg, qui est l'outil d'aide à la vente pour les conseillers face à leurs clients. Quand on l'a construit il y a à peu près maintenant 10 ans, c'est des conseillers qui nous ont fait part de leur douleur en ce moment, qui voulaient avoir des outils pour tourner leur écran et face à un client au rendez-vous, proposer des portefeuilles et proposer des recommandations d'investissement. Et que derrière, également, le réseau, l'assureur voulait également contrôler les portefeuilles et proposer des portefeuilles de gestion profilée à leurs mains et les charger dans notre simulateur. Donc, vous avez en fait vraiment une matrice pour pouvoir charger les données de l'assureur. Sur le réseau qu'ils ont, après, on peut se connecter soit en API, soit en SSO fédéré sur leur CRM. Des fois, on nous demande de nous connecter sur un CRM très connu. Des fois, on nous demande de nous connecter sur leur PMS. Tout dépend à partir de quelle est l'utilisation que va en donner notre partenaire. Merci Thomas. Je pense que nous sommes arrivés à la fin du temps imparti. Donc, merci beaucoup pour votre présentation et vos réponses à nos questions. Et nous allons maintenant, de notre côté, passer à notre évaluation. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Bonjour. Donc, je vais commencer par vous demander de nous donner votre nom et de nous dire quelle société vous présentez aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Gabriela Pachou, fondatrice de la société B4 Finance. Merci. Donc vous allez maintenant avoir 3 minutes pour nous faire une présentation de votre société et de votre solution. C'est à vous. Parfait, je vous remercie pour cette opportunité de présenter nos solutions. B4 Finance est une société jeune qui a été...
je ne défile pas, super, est une société qui a été créée il y a 2 ans avec pour objectif de digitaliser et automatiser le processus d'investissement. Si je vous disais qu'il existe une solution sur le marché qui a réussi à réconcilier plus de business avec plus de réglementation KYC et AML. En effet, c'est l'objectif chez B4 Finance, c'est de faciliter la partie investissement, donc souscription, tout en s'assurant que nos clients restent compliant avec les dernières réglementations. Qu'est-ce que ça veut dire en fait un processus d'investissement pour nous et notamment en fait pour nos clients qui sont des sociétés de gestion d'actifs, de patrimoine et des assureurs? Un processus d'investissement dans notre solution comporte la partie rentrée en relation, qui peut être en direct ou via des distributeurs, la partie due diligence sur l'ensemble des distributeurs et des clients directs, et également pour finaliser et contractualiser la souscription avec un processus donc 100% automatique et digital. Comment ça se passe concrètement? Nos clients ont accès à notre solution et dans un seul environnement, ils ont une vision d'ensemble de leur risk scoring sur les courtiers, réalisent la collecte de la donnée, réalisent également la due diligence et la revue périodique de ces dossiers, également de l'investisseur final, et ont la possibilité de mettre à disposition, que ce soit des distributeurs ou de la force commerciale, un module pour une souscription en ligne des produits, des différents produits, donc d'assurance vie, qu'ils offrent, et également sur la partie digitale de signer les conventions de distribution. Ce qui fait que si on regarde la globalité de la solution, vous permet de rester 100% compliant avec les réglementations donc AML, ne plus avoir donc le processus manuel et fractionné de ce processus entre les distributeurs, les investisseurs et les compagnies d'assurance, et donc un seul environnement pour l'ensemble de ces relations. Merci beaucoup. Nous sommes présents bien sûr donc au Luxembourg, en France, en Suisse et à Londres, et nos clients se trouvent dans ces pays également. Merci. Je laisse place aux questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Messieurs, avez-vous des questions? Peut-être une première question. Si je comprends bien, votre outil va permettre de centraliser les données KYC entre le client, la compagnie d'assurance et ses distributeurs. Comment est-ce que ces données sont collectées? Dans votre présentation, vous indiquez que 60% des données peuvent être compilées automatiquement. Comment est-ce qu'elles sont collectées, ces données, concrètement? Il y a 2 cas de figure sur la collecte de la donnée. Soit nos clients disposent des CRM donc au moment de la prospection, et cette information est collectée via des API pour que le risk scoring se réalise en fait en temps réel de notre solution. Soit si on parle notamment en fait des personnes morales, la solution se connecte à des registres des commerces qui permettent de vérifier dans un premier temps en fait, si ces sociétés sont actives, donc les représentants légaux, et faire le screening en direct sur les différentes listes de sanctions de ces personnes. Également sur la partie distribution, donc il y a la partie KYD dans notre outil. Là, c'est d'autant plus vrai puisque tous ces distributeurs sont référencés. Donc, l'outil fait également un check sur la partie donc, agrément et activité de ces distributeurs. Merci. Toujours sur le volet data et en question plus subsidiaire par rapport à la collecte des données, comment est-ce que vous sécurisez toutes les données le long de ce chemin?
La sécurité de la donnée est assurée par un encryptage donc au standard de marché en transmission et en repos. Donc, c'est des solutions techniques. La solution, en fait, elle est proposée en version SaaS. Donc, ça veut dire que notre société est responsable de la partie donc hébergement via des fournisseurs, bien sûr, ou en prémisse. Et nos clients, surtout à Genève, en fait, souhaitent que la solution soit hébergée en fait chez leur propre fournisseur. Et à ce moment-là, notre société est garante de la sécurisation et de l'encryptage de données à l'intérieur de la base de données. Cependant, le serveur, l'infrastructure reste à la main du client. Quel est le modèle de rémunération que vous proposez, ou en tout cas, comment est-ce que vous interagissez avec les assureurs par rapport au coût de votre solution? C'est un modèle simple SaaS par licence. Donc nos clients, ce sont les assureurs. Et derrière, c'est un modèle donc, standard en nombre de licences donc, dégressif en fonction des utilisateurs. Et ensuite par module. Notre solution donc, est très modulable. Il y a des petites structures qui peuvent utiliser uniquement la partie donc, KYC ou KYD ou KYI. Nous avons un module dédié aussi au private equity. Et également, s'ils souhaitent utiliser le module de souscription en ligne, donc, notamment sur la partie donc, assurance, c'est-à-dire une ouverture à leur distributeur, donc à une facturation par accès distributeur qui est bien sûr moindre, donc ce n'est pas une licence interne, mais qui nous permet Désolée de vous interrompre, Gabriela, d'avoir un retour. Désolée de vous interrompre, mais nous sommes arrivés à la limite du temps imparti pour ces questions. Donc, merci encore pour votre présentation et pour vos réponses. Et nous allons, de notre côté, passer à l'évaluation. Merci. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Alors, après le moment solennel du vote, et vous avez été un peu mis en train par la musique,
pour vous réveiller un peu, on va vous faire un petit quiz. Vous avez 30 secondes et la régie va nous envoyer le quiz pour nous dire qui anime les stands virtuels qui ont lieu de midi à 12h30 aujourd'hui et le 19. Alors, parmi les réponses, on avait quoi? On avait Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Paul Pogba. Bon, sans donner trop d'indices, je crois que j'ai vu Griezmann et Pogba hier sur le terrain contre la Finlande. Il y avait un match France-Finlande, donc c'est raté pour aujourd'hui. C'est raté, je pense pas que ce sera eux. Bon. Christine Lagarde. Ah, faut voir. BHL. Non, sans pour Michel. Doute. Ah, Michel, c'est vrai qu'on peut le dire à notre public, elle avait décommandé cette année, donc peut-être l'année prochaine. Oui. Mais non, sans aucun doute. Anthony Do, Franck Hamann, Stéphanie Smets pour animer les booths. Donc rejoignez-les de midi à 12h30. Dernier format de notre matinée tous ensemble, vous avez maintenant la parole. Nous vous donnons l'opportunité d'interagir et de poser toutes vos questions à Carlo Tellen, CEO de la Chambre de commerce. Et c'est Mark Engen, CEO de l'ACA, qui est votre voix et qui pose à notre invité toutes vos questions. Carlo Tellen est à vous pour 15 minutes. Voilà. Bonjour à tous les nombreux participantes et participants de l'ACA Insurance Day 2020, le deuxième webinaire, et bienvenue à cette session de In Discussion With, ce matin avec Carlo Tellen, le directeur général de la Chambre de commerce de Luxembourg. Et sans attendre trop longtemps, on va directement donc analyser les questions que nous avons reçues pour voir répondre par Carlo. Et j'espère qu'on en aura à l'écran. Voilà, la Chambre de commerce donc, fait régulièrement des enquêtes auprès de ces entreprises pour sonder l'appréciation de la situation économique. La semaine dernière, le baromètre de l'économie 2020 est sorti du deuxième semestre. Quels sont les principaux enseignements, Carlo? Oui, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette première question. Laissez-moi quand même pour commencer tout de suite à vous féliciter à l'ACA pour la mise en place de ce format inhabituel. Quand on pense aux belles cérémonies qu'on avait toujours les années précédentes, je pense que là aussi, vous avez dû adapter le concept, et félicitations en tout cas pour ce que vous avez mis en place ici. Et ça résume aussi un petit peu les réponses aux entreprises dans ce baromètre. Enfin, ce baromètre, c'est effectivement une enquête qu'on fait maintenant 2 fois par année, un échantillon d'environ 600 entreprises représentatives de l'économie luxembourgeoise ayant plus que 6 salariés. Et là aussi, on voit que cette nécessité d'adaptabilité est toujours importante et les entreprises, évidemment, ne sont pas optimistes, ça c'est évident. Je pense que dans la situation actuelle, c'est difficile. Donc, en général, on ne voit pas d'amélioration par rapport à la première enquête du premier semestre. Mais il y a un certain brin d'optimisme dans le sens que les entreprises sont relativement confiantes par rapport à l'emploi. C'est une bonne nouvelle. Ce qui n'est pas non plus inattendu dans le sens que le chômage partiel aide quand même aux entreprises de maintenir relativement stable leur emploi. Et d'ailleurs, le chômage n'a pas augmenté très fortement par rapport à d'autres pays où il n'y aura pas cette mesure du chômage partiel. Mais évidemment, les liquidités, les problèmes de trésorerie font que beaucoup d'entreprises se posent beaucoup de questions. Donc, il y a quand même un environnement relativement incertain. Ce qui est aussi un point plus positif, c'est que des projets d'investissement ne sont pas abandonnés, mais ils sont plutôt recalés. Et on peut aussi dire que en général, la question la plus importante qui se pose pour beaucoup d'entreprises, c'est la capacité de remboursement des dettes, ou aussi lorsque les moratoires viennent à terme, si elles sont capables de rembourser cela. Et là, il y a certainement une certaine peur, crainte qu'il y aurait certaines faillites au premier semestre 2021. Et les secteurs les plus affectés ou les moins optimistes, c'est effectivement les secteurs de l'ORECA, aussi les transports et dans le commerce, les branches un petit peu
le petit commerce local qui sont évidemment affectés par le télétravail et également les branches des agents de voyage et l'événementiel. Mais voilà, donc en résumé, on peut dire qu'effectivement le baromètre montre beaucoup d'incertitudes, un brin d'optimisme pour l'avenir parce que je crois que les mesures d'accompagnement sont quand même efficaces. Il faut juste voir combien de temps elles pourront être mises en œuvre par le gouvernement en fonction de la durée de cette crise qui actuellement malheureusement se prolonge. Quand je regarde au premier semestre, je crois que toutes les entreprises espéraient que cette pandémie allait pouvoir se terminer en automne, en tout cas avant l'hiver, et maintenant on voit que ça va se prolonger jusqu'après l'hiver et ça se reflète clairement dans les résultats de l'enquête. Merci Carlo. Oui, je me rappelle quand on a fait le premier lockdown, on pensait peut-être que 2 mois serait suffisant pour que tout continue après comme auparavant. Mais donc ça n'a pas été le cas, on le sait aujourd'hui. Une autre question qui devrait arriver à l'écran. Oui, dans ce baromètre, il y a un focus thématique intéressant dans les entreprises luxembourgeoises. Et cette fois-ci, le développement durable et la RSE étaient au programme. D'ailleurs, l'ACA est également donc membre et a le label en la matière. Qu'est-ce qu'il faut en retenir sur le développement durable et la RSE ? Mais en fait, les motivations pour les entreprises qui ont répondu à cette question étaient relativement multiples. Donc, il y a des motivations personnelles, il y a aussi des motivations liées aux demandes clients ou à des raisons légales. Évidemment, le potentiel qui est perçu par les entreprises en ce qui concerne la RSE, ça tourne autour de l'image, du positionnement client. Mais aussi, la RSE peut aussi être conçue comme étant un vecteur d'innovation, mais aussi un vecteur de transformation et de l'organisation. Et je crois que ça, c'est très important. De l'autre côté, on voit quand même qu'il y a encore les questions dont nous, on parle souvent lorsqu'on parle des RSE, c'est-à-dire la résilience de l'entreprise, où la gestion des risques, ou la gestion des coûts et la performance ne sont pas encore vraiment perçus comme de réels avantages potentiels dans ce domaine. Et je pense que là, il faut travailler encore à ce niveau-là. Pardon, vous parlez d'avantages concurrentiels oui, sur le marché, également, par exemple? Oui. Également, évidemment. Et justement parce que les entreprises voient encore le challenge pour mettre cela en place au niveau du changement d'état d'esprit des collaborateurs, connaissance des aides étatiques dans ce domaine, trouver des financements nécessaires, etc. Et c'est pour ça que pour soutenir les entreprises à ce niveau-là, la Chambre de commerce a mis en place une stratégie qui s'appelle Go CSR. Elle vise en fait à accompagner et à sensibiliser les entreprises qui se lancent dans ce domaine. On a mis en place un groupe de travail donc, avec nos membres élus. Et je suis content que les assureurs, l'ACA, est également actifs dans ce domaine-là parce que ça concerne 3 secteurs spécifiquement. Le premier secteur, c'est la finance et les assurances. Le deuxième secteur, c'est les transports. Et le troisième, c'est l'industrie. Donc, on commence avec ces 3 secteurs pour justement voir comment on peut soutenir les entreprises dans ce domaine pour mettre en place une stratégie RSE. Et pour la Chambre de commerce, au niveau interne, on a également présenté récemment notre premier rapport RSE, dans lequel on met le focus sur 4 aspects, donc planète, donc ça c'est en fait quelle empreinte la Chambre de commerce peut donner au niveau de la réduction de l'empreinte, de son empreinte au niveau de la planète. Deuxièmement, au niveau de la société, donc ça c'est aussi important, commune, ça c'est en fait, ça vient du terme communities. Hein. Troisièmement, c'est les personnes, donc c'est en fait les collaborateurs de la Chambre de commerce. Et quatrièmement, c'est évidemment les stakeholders, les entreprises membres. Et donc là, on essaye de les sensibiliser sur les questions de développement durable et des RSE, combien cela peut les aider dans leur quotidien, dans la gestion de leur entreprise, quels sont les atouts là-dedans, et aussi quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention. Voilà, je pense que c'est important aussi de ne pas réinventer la roue. Il y a énormément d'informations et d'outils qui sont à disposition des entreprises dans ce domaine-là. D'ailleurs, au Luxembourg, il y a aussi l'INDR, dans lequel aussi les membres de l'UL
sont actifs. Et je pense que là, il y a déjà énormément d'outils qu'on peut utiliser. Et il faut simplement, je dirais, davantage sensibiliser les entreprises, surtout c'est les petites entreprises, parce que je pense que c'est souvent celles-là qui ignorent encore les atouts qu'une stratégie RSE peut leur apporter. Et donc, il faut travailler là-dessus. Merci Carlo. Donc si je comprends bien, c'est un sujet qui a un intérêt très large dans les membres de la Chambre de commerce, mais et il voit vraisemblablement aussi un avantage concurrentiel à mettre ces critères en place, mais ne savent pas vraiment, si je peux m'exprimer, comment s'y prendre. Et donc là, voilà. Parce qu'il y a une multitude de concepts, de solutions qui sont sur les marchés. D'ailleurs, il faut bien le savoir, mais souvent les petites entreprises, elles ont la tête dans le guidon, comme on dit, hein, en période normale, et en période de crise, c'est encore plus difficile. Et donc, il faut les accompagner pour leur faciliter la chose. Voilà, donc pour rendre une chose peut-être a priori compliquée, plus facile à mettre en œuvre. Merci Carlo. Je regarde maintenant notre écran. Oui, en tant que fin observateur de l'évolution économique, comment voyez-vous l'année 2021 ? Peut-être si je peux rajouter peut-être 2022 également. Optimiste ou pessimiste? Disons, moi je suis un optimiste par nature, mais avec cette crise, je crois qu'il y a beaucoup d'optimistes qui étaient souvent déçus et qui ont dû se remettre en question. C'est clair que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de visibilité à ce niveau-là. 21-22, donc la crise se prolonge. On parle maintenant des vaccins. Est-ce que les vaccins seront utilisés par tout le monde? Est-ce que ça va montrer ses effets? Est-ce qu'ils seront efficaces lorsque le virus peut muter, etc. Donc il y a énormément de questions. Et ça, c'est vraiment une grande question. D'autres personnes disent également que cette crise est une opportunité pour faire des changements par après. Donc là aussi, on peut se demander quel changement. Moi, je pense que fondamentalement, les lois du marché ne vont pas changer. Donc l'offre et la demande, ça va toujours dominer les stratégies d'entreprise. Évidemment, on peut continuer nos réflexions sur la croissance qualitative. Il y a beaucoup de choses en matière de télétravail, de discussions en matière de télétravail. Il y a évidemment ces vecteurs de digitalisation qui doivent aider à améliorer les choses, à protéger le climat, justement à faciliter cette croissance qualitative. Donc à ce niveau-là, je pense que ça peut être intéressant. 2021, je pense que tous ces outils peuvent aider les entreprises à améliorer leur productivité, et aussi leur gestion en général. Ils doivent surtout réussir la relance. C'est pour ça que nous, on dit maintenant, préparez-vous. À un moment donné, cette crise sera terminée et il faudra que toutes les entreprises participent à cette relance. Donc, c'est maintenant le moment de penser à l'innovation, à des méthodes pour rester agile par après. Si les changements des consommateurs ont changé, il faut s'y adapter rapidement. S'il y a des nouveaux produits, des nouveaux services à offrir, il faut se lancer dans des nouveaux business plans. Malheureusement, il y aura certaines entreprises qui ne vont pas survivre en 21-22. Elles doivent s'adapter maintenant. Peut-être mieux vaut arrêter maintenant et travailler déjà sur des nouveaux business plans. Donc ça, c'est tous des nouveaux défis qui vont venir. Au niveau des secteurs, il y a différentes réflexions. Je pense qu'au niveau de l'ORESCA, le commerce, le télétravail, ça va agir dans ce niveau-là. Le commerce, l'e-commerce, ça va agir. L'industrie, elle doit évidemment continuer ses réflexions au niveau de la transition énergétique, le climat, la digitalisation, aussi bien que dans les assurances, la finance, on en a parlé beaucoup au niveau des nouvelles exigences en matière de régulation, mais aussi la digitalisation. Donc, ce qui, moi, personnellement, me donne beaucoup d'espoir, c'est effectivement cette politique anticyclique qui a été maintenant mise en œuvre par le gouvernement aussi dans le budget 2021. Beaucoup de projets d'investissement public. Encore faut-il les mettre en œuvre. J'espère que tout ce qui est annoncé sera également réalisé. Il faut voir comment soutenir encore de manière ciblée les secteurs les plus touchés. Events, agents de voyage, commerce, Horeca. Et donc, comment amener le plus d'entreprises pour réussir la relance. Et
Et finalement, je dirais aussi qu'il y a quand même des bonnes nouvelles à la fin de l'année. Donc si ce changement au niveau de la présidence américaine se concrétise, je crois qu'il y aura une porte ouverte vers le plus de multilatéralisme qui est favorable au commerce international entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, dont va également profiter l'économie largement ouverte sur l'extérieur qui est le Luxembourg. Et je pense même qu'alors, dans ce cas-là, une autre incertitude autour du Brexit, ça va peut-être être mis au second rang. Je pense qu'en ce sens-là, on peut quand même avoir quelques raisons pour avoir un certain optimisme pour 21 et aussi 22. Merci Carlo. Donc, si je retiens bien, donc, un optimisme et préparez-vous au changement. Ouais. Il aura lieu et la crise sera à un certain moment terminée. Mais je pense que le changement, effectivement, il faut l'attaquer. Pour le moment, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est ici devant la Moselle derrière nous. Merci Carlo. Je demande à la régie s'il y a d'autres questions. Plus d'autres questions qui sont rentrées. Si tu permets, Carlo, moi j'en ai une qui est peut-être l'avantage du live que nous vivons et qui est une question qui est dans la tête de tout le monde. Est-ce qu'il faut reconfiner à Luxembourg ? Disons, ça c'est toujours difficile en tant qu'acteur représentant de l'économie. Évidemment, on dit surtout pas, parce que je pense qu'un confinement, un arrêt complet de l'activité est dramatique pour l'économie et ça coûte cher à tout le monde. Il faut le dire. Bon, il y a l'État, mais qu'est-ce qui les finance? C'est la communauté, les contribuables. Et donc un jour, tous ces déficits qui se creusent et cette dette publique qui se creuse actuellement doivent être remboursés. Et on ne veut pas que nos générations futures, nos enfants doivent payer toute cette dette et ces déficits. Donc évitons en tout cas, si possible, un deuxième confinement, mais évidemment, il y a aussi la situation sanitaire. Donc, pour l'instant, en tout cas, si on voit le trend actuellement, la tendance, je crois que les chiffres au Luxembourg commencent à se stabiliser, voire à baisser un petit peu. Je crois que donc la décision de ne pas confiner comme dans nos pays voisins, je crois que c'était la bonne actuellement. Il faut rester vigilant et c'est surtout chacun doit faire un effort. Chacun doit faire le sien pour qu'on ne doit pas revenir dans une situation de confinement qui serait désastreuse pour tout le monde. Pas seulement à court terme, peut-être pour les commerçants ou pour les acteurs économiques concernés, mais à la fin du compte pour tout le monde, parce qu'on doit tous, on est tous contribuables et si on doit après subir des hausses fiscales, ça serait désastreux pour l'attractivité de l'économie et aussi d'ailleurs pour les contribuables personnes physiques. C'est pas gai de devoir augmenter les impôts et surtout aussi éviter que nos générations futures doivent encore souffrir de ces déficits et ces endettements qui sont dus à cette crise. Merci Carlo. Donc chacun a sa part de responsabilité dans la limitation de la propagation du virus. Donc faisons ça partout où c'est possible et obligatoire. Ceci nous amène déjà à la fin de cette discussion avec Carlo Thelen. Donc Carlo, un tout grand merci d'être venu en live devant la Moselle luxembourgeoise pour cet très intéressant échange. Donc un tout grand merci. Merci à vous. Merci Carlo. Et un tout grand merci également à tous les participants. Vous êtes plus que 500 à nous écouter et à nous voir ici. Donc un tout grand merci et je vous souhaite encore une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci Carlo, merci Marc. Nous arrivons déjà à la fin, Sarah. Eh oui. Mais bon, avant de se quitter, peut-être une dernière question à notre public sur ce qu'ils ont préféré aujourd'hui. Donc à vous, internautes, d'utiliser encore une fois Slido. En revanche, la consigne est très stricte. Pas de quiz pour ce dernier Slido, mais répondez en un seul mot. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour la 3e journée des Aka Insurance Days 2020, édition virtuelle, Le Monde d'après. Cette fois, il sera question de digital.
Nous aurons le plaisir d'avoir sur le plateau David Liebman de Lombard International, Eva Diori-Tourcel de Natixis Life, Matteo Ronchetti de Sogelife. Pour l'Expert Talk, Sylvia Pucard va modérer un panel avec Myriam Bamberger, Ivo Hux et Jonathan Prince sur le digital et les enseignements de cette crise pour les entreprises d'assurance luxembourgeoises. Notre invité pour le In Discussion With sera Marc Lauer, président de l'ACA. Et maintenant, vous pouvez continuer la matinée en allant dans l'un des stands virtuels. Vous avez également jusqu'à 17h pour les meetings individuels en one-to-one. Alors profitez-en, rencontrez-vous. D'ailleurs, je souhaiterais, si possible, qu'on remontre une dernière fois sous l'onglet participants comment faire pour prendre ces rendez-vous individuels. Est-ce que si la régie peut nous montrer l'écran que nos internautes ont devant eux, voilà, donc Oui. très simplement sur l'onglet participants, vous allez retrouver toute la communauté. Et on a eu un message dans le chat qui, du coup, était un peu déçu que peu de participants aient ouvert des créneaux disponibles. Donc, je le répète encore une fois, dans votre profil, en haut à droite, vous avez la possibilité d'indiquer quelles sont vos disponibilités. Faites-le, ça permettra vraiment que chaque personne, chaque participant puisse vous faire une demande et vous adresser un message. Vous recevrez les messages donc avec une notification en haut. Et pour les meetings que vous acceptez, ces meetings sont d'une durée de 30 minutes et vous êtes connecté par vidéo. Donc, profitez-en pour échanger. On vous invite aussi à partager encore l'invitation aux ACA Insurance Day 2020, puisqu'il reste jeudi prochain, où nous allons nous retrouver, et le 24 novembre pour la séance académique. On va demander à la régie de nous montrer le nuage de mots que vous avez fait sur ce que vous avez aimé le plus aujourd'hui. Donc, c'est les thèmes qui vous ont le plus plu. Vous étiez 655 à vous inscrire à cette session particulièrement. Et la diversité extra. La semaine lundi, c'était quoi déjà, Adrien, qu'ils ont préféré? Lundi, c'était justement le format, le dynamisme du format. Nous avons essayé à l'ACA de proposer un nouveau ACA Insurance Day. Et donc, nous sommes ravis que vos retours aient été si positifs. C'était, je pense, une très bonne journée et à jeudi prochain. À jeudi prochain. Au revoir. Au revoir.